Oui, je pense qu'il faut remonter en fait à l'origine de la préoccupation. Elle est venue sur le devant de la scène essentiellement avec l'introduction des nouvelles normes en Suisse en 2003. Et à cette occasion, la sollicitation sismique a été très très nettement réévaluée, ce qui fait qu'on s'est posé la question pour les bâtiments existants, qu'est-ce qu'il en était, puisque forcément ces bâtiments ne remplissaient pas les nouvelles prescriptions sismiques. Il faut dire aussi que le développement des normes a un élément qui intervient, c'est-à-dire qu'en Suisse, jusqu'en 1989, il n'y avait quasiment pas de prescription sismique au niveau des normes. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un parc immobilier qui ne remplit pas les prescriptions sismiques et on s'est posé la question de savoir jusqu'où est-ce qu'on peut descendre. On sait qu'on ne remplira pas le 100% des prescriptions, mais jusqu'où est-ce qu'on peut descendre sans que le bâtiment soit dangereux pour les occupants qui s'y trouvent. Donc il y a une évaluation qui est quelque chose de très spécifique à la Suisse, une évaluation basée sur le risque qui est effectuée. Pour l'évaluation sismique, il faut bien distinguer deux cas spécifiques qui sont les bâtiments neufs et les bâtiments existants. Et contrairement à la première intuition, c'est assez difficile à appréhender pour le profane, l'évaluation sismique des bâtiments existants est nettement plus complexe que la construction sismique d'un bâtiment neuf, puisque dans le bâtiment neuf, en fait, on a beaucoup de liberté pour mettre les éléments qui permettent justement d'assurer la stabilisation sismique. Et le fait de la considérer est très simple. On connaît les recettes, on sait comment il faut les appliquer. Il faut simplement mettre des éléments verticaux, continus de haut en bas. L'action sismique étant une action horizontale, c'est ce qui crée le problème en fait au niveau des bâtiments, et d'assurer qu'ils soient continus de haut en bas, après de simplement contrôler par calcul que ces éléments soient suffisamment résistants. Ça coûte quasiment rien, donc finalement la recette est relativement simple à appliquer. Pour les bâtiments existants, c'est totalement différent puisque on n'a pas de choix sur les éléments de stabilisation. Souvent, ils sont déficients, voire même absents. Et dans ce cas-là, il faut aller gratter au maximum toutes les réserves que le bâtiment peut avoir pour résister justement à ces actions horizontales. Ce qui fait qu'on a des méthodes spécifiques qu'on appelle en déplacement, dans le jargon technique, qui permettent d'aller justement jusqu'aux limites de la réserve des bâtiments. Souvent, ça ne suffit pas. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, on a une analyse basée sur le risque qui nous permet de savoir jusqu'où est-ce qu'on peut descendre par rapport au 100% sans que le bâtiment soit dangereux pour les occupants qui s'y trouvent. On a une limite qui est à un quart, qui a été fixée à un quart. Donc il faut satisfaire le quart de la résistance prescrite pour les bâtiments neufs pour que le bâtiment ne soit pas considéré comme trop dangereux. Et si on est au-dessus du quart, par exemple, prenons une demi, on résiste aux 50% des sollicitations sismiques, là on va tester avec un critère l'efficacité des mesures pour voir si cela vaut la peine de les implémenter ou pas. Et le critère qu'on utilise, c'est en fait le coût de sauvetage de la vie humaine avec une limite qui a été fixée à 10 millions de francs par vie humaine sauvée. Alors ces deux matériaux, le béton armé et la maçonnerie, ont des comportements très différents du point de vue sismique. D'une manière très générale, la maçonnerie, si elle n'est pas armée, ce qui est le cas de manière très courante ici au nord de l'Europe, eh bien, la maçonnerie est très sensible du point de vue sismique, elle est très rigide et en même temps, elle n'a pas une capacité de déformation suffisante pour résister aux sollicitations sismiques. Le béton armé, lui, est nettement mieux doté à ce niveau-là, puisque, là aussi, contrairement à l'intuition, on a une certaine capacité de déformation plastique avec une fissuration qui, si elle est contrôlée, permet justement de développer une capacité de déplacement suffisante. Donc de manière générale, le béton armé est plutôt meilleur que la maçonnerie en tant que matériau pour résister au séisme. Maintenant, si on passe aux bâtiments, les bâtiments en maçonnerie ont quand même l'avantage d'être souvent très réguliers, c'est-à-dire avoir une forme rectangulaire ou quasiment carrée, et d'avoir des hauteurs d'étage qui sont quasiment constantes. Ce qui fait qu'on aboutit à un système qui est plutôt favorable du point de vue sismique, même si le matériau ne l'est pas forcément. La configuration du bâtiment est plutôt favorable. Pour le béton armé, la liberté
qui est laissé au constructeur, à l'architecte et à l'ingénieur en particulier, de construire avec ce matériau fait que souvent il y a des interruptions. Et l'interruption la plus fréquente, c'est au niveau du rez-de-chaussée, pour laisser des espaces libres. Et on sait que cette interruption-là est extrêmement délétère au point de vue sismique, puisqu'elle conduit immanquablement à une configuration de rupture qui est appelée étage souple ou soft story. Donc au niveau des bâtiments, si vous voulez, l'écart s'amenuise, mais d'une manière générale, le béton armé est plutôt plus favorable du point de vue sismique. Il faut ajouter, si je peux, c'est que, indépendamment des matériaux, et ça aussi c'est assez difficile à expliquer aux profanes, c'est que les bâtiments qui sont le plus sensibles au séisme, ce n'est pas les bâtiments élevés. On croit souvent que c'est les bâtiments tours qui sont le plus sensibles au séisme, ce n'est pas vrai, parce que ces bâtiments sont suffisamment souples pour s'adapter aux sollicitations qui leur sont imposées à leur base. C'est un peu la fable du chêne et du roseau. Le roseau serait le bâtiment très élevé. Le plus grand danger se situe entre 3 et 7 étages. Et là, on a des bâtiments qui ne sont pas suffisamment souples pour se soustraire aux sollicitations sismiques et qui n'ont pas forcément la résistance qui leur permet de résister en fait au séisme, aux sollicitations sismiques qui leur sont imposées. Donc c'est vraiment entre 3 et 7 étages qu'on a les plus grands problèmes, indépendamment des matériaux de construction, et c'est dans nos contrées le type de bâtiment qu'on rencontre le plus souvent.